cette idée de passer que par ce système-là, parce qu'il va me donner qu'une vision partielle de la réalité, et ça peut aussi avoir un effet sur notre vie dans la société, notre vie démocratique, parce que ça ne donne qu'une perception aussi des opinions et de la production intellectuelle et culturelle. Et dans certains pays, on peut avoir qu'une forme de production de romans ou de littérature, et on peut passer outre d'autres productions beaucoup plus marginales. Alors, je ne dis pas qu'il faut abandonner Amazon, mais on a vu par exemple que certains libraires commencent à investir les plateformes, y compris pour dire, voilà tout ce que nous avons en magasin pour pouvoir éventuellement vous faire venir. Donc on peut effectivement être complémentaire avec l'intelligence artificielle, encore faut-il savoir quel est le but, la finalité. Aide, prise à décision, ça a été dit, ça se passe aujourd'hui dans l'administration publique, hein, c'est data-driven politique, c'est-à-dire on prend des décisions sur la base d'analyse de données et donc d'intelligence artificielle. Et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a 22 startups qui travaillent dans l'administration de l'État, notamment à la modernisation de l'État sur la base d'intelligence artificielle et qui vont permettre de rendre beaucoup plus accessible la dématérialisation dans les déclarations des revenus, d'autres éléments de l'administration. Et effectivement, vous aviez raison quand vous avez dit, à un moment donné, ça posera des questions sur l'emploi. Parce qu'à un moment donné, il y a bien des emplois qui étaient assurés par des agents de l'administration qui seront dévolus demain à l'intelligence artificielle, voir ce dont on n'a pas parlé, sur lequel je ne vais pas m'étaler, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais c'est un vrai enjeu, c'est la blockchain également. La capacité, effectivement, d'avoir des formes de certification qui passeront par des chaînes de responsabilité entre acteurs, et au lieu d'avoir, par exemple, un service du cadastre. Et il y a certains États, l'Estonie ou l'Honduras, qui ont fait le choix de complètement transphaser l'ensemble du cadastre ou l'ensemble de la gestion des cadastres complètement à la blockchain. Tout simplement, quand vous allez faire un acte de vente, eh bien, étant donné que j'ai fait un acte de vente avec Martine Maillard, qui elle-même est certifiée par un autre collègue, c'est quand même eu de compte, eh bien, ça suffit effectivement à m'identifier et à justifier effectivement que j'ai bien passé un acte de vente, avec une traçabilité. Donc, ce sont les vrais enjeux. Et ensuite, prédire et anticiper, c'est le cas effectivement des maladies. Oui, mais c'est aussi de plus en plus prédiction, notamment d'actes d'incivilité. On a aujourd'hui la tentation, on a vu effectivement, c'est pas que des films. Alors il y a bien sûr Minority Report hein, qui en parle, mais à Chicago par exemple, vous avez Prepol, c'est-à-dire que tout simplement la police avait mis en place un système algorithmique et d'intelligence artificielle pour savoir éventuellement si on pouvait déceler des faits délictueux à tel moment dans la ville. Et effectivement, l'intelligence artificielle pouvait vous dire que au mois de juin à 15h à 16h, il y a un risque effectivement d'un cambriolage à tel ou tel endroit. Alors après, on s'est aperçu quand même qu'ils avaient emprunté à un algorithme qui était sur le plan sismique, enfin avec des modèles qui n'étaient pas forcément toujours extrêmement bons en termes de prévisibilité, mais le choix qui avait été fait était effectivement un choix qui repose sur on emmagasine énormément de faits sur une longueur historique, et puis tout simplement, à un moment donné, on va tenter de prédire quelque chose. Alors ça pose une question, avant de rapidement aller sur la question, non pas juridique, mais celle que vous m'avez demandé sur laquelle d'intervenir sur la question de la CNIL, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui nous est donné par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une donnée liée à la réalité, à la vérité, ou est-ce que c'est une production qui est liée à une conception, à des conventions? Et on verra bien que quand l'intelligence artificielle nous donne un résultat, c'est un résultat qui dépend de la manière dont l'algorithme a été conçu et pour lequel, effectivement, on lui a demandé d'accomplir telle ou telle tâche. D'où, vous l'aurez compris, si vous lui donnez de mauvaises informations ou de mauvaises données, il va produire éventuellement, et sûrement même, de mauvais résultats. Alors la tentation est de corriger ce biais en aval. Et là, certains spécialistes de l'intelligence artificielle, mais vous me corrigerez, vous parleront que si on veut tenter, par exemple sur des systèmes neuronaux, de corriger ce biais, notamment, alors là, on appelle ce qu'on appelle le biais du surapprentissage. C'est-à-dire que comme il y a une régression, c'est-à-dire qu'il y a plein de points, lui va trouver par la régression statistique la bonne réponse. Si vous le corrigez, c'est-à-dire que vous l'obligez à passer plutôt par tel point plutôt par tel autre, il va donc refaire des calculs. Vous ne saurez d'ailleurs jamais à ce moment-là, dans cette boîte noire, quel a été le raisonnement emprunté, mais qui pourront conduire à des résultats complètement opposés à ce que vous avez éventuellement souhaité obtenir. Donc, il y a un vrai enjeu sur, justement, cette question de la boîte noire, de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, j'en viens maintenant, pour répondre à la demande, au défi. Premier défi, c'est la question de l'autonomie humaine par rapport à l'autonomie des machines. C'est une question toute simple, hein, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on confie à la machine, à l'intelligence artificielle? Et dans l'entreprise également, il faudra se poser cette question.
Et il y a 2 critères pour voir. C'est, dans un premier temps, l'impact de l'opération sur les personnes concernées. Dans une entreprise, je prends le cas, ça a été évoqué, de plus en plus, on utilise l'intelligence artificielle dans le domaine RH. Recrutement, GPEC. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des outils très puissants. Et là, si vous posez la question, mais quelle est la finalité? Encore faut-il qu'on vous révèle cette finalité réelle. Eh bien, vous allez vous apercevoir, je ne dis pas que toutes les entreprises ont cette intention-là, loin de moi cette idée. Mais aux États-Unis, par exemple, on a mis en place, avec des sociétés américaines, des logiciels d'intelligence artificielle, pardonnez-moi, pour détecter des salariés dits toxiques. Et donc, qui reposent sur une analyse massive des informations concernant les salariés, notamment sur les réseaux sociaux. Mais au départ, l'intention n'était pas celle-ci. Au départ, on peut tout simplement imaginer que l'intelligence artificielle va permettre de classer les personnes en fonction de la formation qu'elles ont eue à un moment donné pendant les 3, 4, 5 années, éventuellement des possibilités de progresser. Donc, elle va vraiment être un outil GPEC. Alors, on parle des DRH augmentés. Alors, ça, c'est aussi à la mode, parce qu'on va le libérer de tâches ingrates, mais il finit par s'enfermer dans une conception extrêmement algorithmique, où la gouvernance algorithmique va penser à sa place et oubliera que la diversité et l'imprévu, c'est aussi un élément fondamental de l'entreprise pour créer effectivement de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne gère pas. Mais il y a effectivement la question de critères. Qu'est-ce qu'on délègue à la machine et qui concerne directement la personne? Si je fais une intelligence artificielle pour vous classer par ordre alphabétique, ça va. Si je commence à le faire par éventuellement des problèmes de santé ou pour certains ont des cheveux ou pas d'autres, ça commence à être un peu plus délicat. Donc ça, c'est la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on confie en termes d'autonomie à la machine que l'on ne prend pas en considération. Et ensuite, c'est, comme ça a été dit, est-ce qu'on le confie à une intelligence artificielle faible? Pourquoi je dis faible? C'est pas qu'elle est faible, simplement c'est qu'on peut mieux la contrôler. Donc si à un moment donné je dis voilà, ce sont tels paramètres et c'est pas autre chose que je demande effectivement à produire. Donc là il y a un contrôle qui est beaucoup plus renforcé. Ça c'est le premier système. L'autre c'est quand on parle de délégation de décisions critiques. La question qu'il faut se poser c'est que est-ce que des décisions, ce sont des vrais débats de société, est-ce que je peux abandonner des décisions critiques à une intelligence artificielle? Dans certains domaines, certainement. Par exemple, on peut imaginer, dans le domaine, ça a été évoqué par monsieur, notamment la chirurgie, ma fille, alors qui en 4e année de médecine, n'aborde pas, mais se pose la question de savoir si demain, quand elle va sortir médecin, est-ce que certaines tâches qu'elle devait faire en oncologie ou quand elle était hier dans un bloc opératoire, est-ce que ce sera elle qui va l'assurer ou est-ce que ce sera une machine? Ceci étant, si la finalité, c'est d'assurer la survie de la personne et qu'on peut éventuellement faire une opération extrêmement difficile, notamment une opération chez un enfant pour crever un empième cérébral, il faut passer dans un système vasculaire extrêmement complexe, c'est pas la main de l'homme qui arrive à un moment donné. Il y a effectivement des calculs et ce sont voire éventuellement des intelligences artificielles qui vont piloter des robots. Donc ça, très bien. Mais si demain, par contre, j'abandonne des décisions critiques du choix d'intervenir ou pas militairement ou de lancer une bombe sur tel ou tel endroit, vous avez évoqué la question des drones. Il y a même des pétitions aujourd'hui qui circulent aux États-Unis dans certains monde pour éviter dans certains secteurs que l'on puisse effectivement déléguer des décisions critiques de cette nature qui emportent effectivement des dégâts considérables. Et on voit aujourd'hui que la guerre, alors je suis vraiment, ne faites pas ce procès, je ne suis pas pour la guerre, aller dans les tranchées. Mais quand on fait la guerre soi-même et qu'on va se faire zigouiller, on prend conscience du caractère terrible et affreux de la guerre. On ne l'a pas connu, Dieu merci. En tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Mais si on est enfermé, alors vous aimez les films aussi, il y en a un autre de film qui est assez extraordinaire, de film américain, on voit ces militaires enfermés dans une base américaine, dans une petite boîte en acier. En fin de compte, ils ont des ordinateurs et c'est à distance qu'ils pilotent des drones. Et la question, c'est de savoir, est-ce que je balance ou pas la bombe? Est-ce que je tire sous telle ou telle personne? Et là, on voit le cas de conscience de ce militaire américain qui sait à un moment donné que s'il fait ça, il va effectivement tuer la petite fillette. Et est-ce que c'est véritablement lui? Ou ce que m'a expliqué un ami, qui lui, je ne dirais pas la société, travaille dans l'intelligence artificielle pour la défense militaire, sur les systèmes neuronaux, et qui me dit comment à un moment donné les États-Unis avaient programmé leur intelligence artificielle, notamment pour permettre à des drones
de pouvoir détruire des chars, ben, ils avaient alimenté avec des jeux de photos, des jeux de chars. Alors, les Abrams d'un côté, puis je crois que c'était les T-57-72 soviétiques. Simplement, c'est qu'à un moment donné, si vous laissez la main à l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est confrontée à un problème qu'elle n'arrive pas à déceler, elle va chercher des points de corrélation que vous n'avez pas forcément maîtrisés. Et là, ils se sont aperçus qu'à un moment donné, quand ils lançaient sur certaines intelligences artificielles de neurones, 50% ils détruisaient les chars américains. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils se sont dit, bon merde, pourtant, eh bien, il fallait regarder le jeu et la qualité des données. C'est que dans certains jeux de données, on s'apercevait à un moment donné que certaines photos, il y avait un flou en dessous qui était une question d'ombre par rapport à qui n'existait pas sur des photos. Par exemple. Et donc à un moment donné, quand il y avait deux chars où ils ne savaient pas trop quel, eh ben, il s'était aperçu qu'en fin de compte, le char méchant, au départ, quand on l'a éduqué, il avait toujours une ombre, parce que c'était des photos, on voyait l'ombre. Mais quand il voyait le char en activité à un moment donné, où on ne voit pas forcément cette ombre, à un moment donné, quand il a cette difficulté, il s'est dit, bon, là, ça ressemble tout 99 des points, quoi. Quel est le point qui va être discriminant? Voilà. Et il dit, ah ben ça, celui-là, je l'ai retrouvé toujours chez le char méchant. Sauf si, par malheur, vous avez ce point discriminant un jour dans votre vie, paf, c'est sur vous que ça va tomber. Je dis ça comme ça, mais c'est effectivement le cas. Donc, véritablement, c'est la question. Qu'est-ce qu'on délègue? Est-ce qu'on délègue des décisions critiques dans le domaine militaire, dans le domaine de la justice également? Et attention, il y a pas mal d'avocats et de magistrats aujourd'hui qui s'interrogent, non pas sur l'idée d'aider les magistrats à classifier ou effectivement à faire en sorte qu'on puisse permettre très rapidement de dire est-ce que ça relève du correctionnel ou pas, mais la justice, malgré tout, c'est aussi prendre du temps. Parce que quand on juge une personne, qu'on l'envoie en prison, c'est Brésil, puisque vous aimez le truc, c'est que bon, on voit bien que hop, une petite faute sur le Z et le S pour Pérez, et puis je me retrouve enfermé, torturé, voilà. Non, mais si vous confiez ça à la machine, à un moment donné, elle ne va pas se poser la question de savoir, ah tiens, est-ce que j'ai fait une erreur au fait? Non. Si elle a été programmée comme ça pour ne pas voir effectivement la différence entre Eric avec un K ou Pérez avec un Z, le problème c'est qu'elle va vous offrir la réponse que vous attendez. Et si derrière vous avez toute une administration comme dans le Brésil qui ne se donne pas les moyens de réfléchir mais d'exécuter des ordres, effectivement vous avez des gens qui viennent vous prendre. Voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc des avocats aujourd'hui, des barreaux se disent attention que nous n'allons pas transformer le droit aussi pour qu'il soit codifiable. Je m'explique. Qu'il soit codifiable dans l'intelligence artificielle algorithme. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas la complexité d'un fait à juger et qu'on s'en tienne simplement au fait de savoir s'il va avoir telle ou telle peine. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que si on abandonne ça effectivement à l'intelligence artificielle, c'est les 12 hommes en colère que vous connaissez, puisque vraiment, vous m'avez invité sur les films. On voit qu'au début, ils sont tous en train de dire il est coupable, c'est un homme, il faut absolument, il y a des gens qui ont une force, une conviction, mais ça va durer tellement de temps, ce film est prodigieux, que le jugement va s'inverser. Et on voit bien que le temps de l'inaction, le temps à ne rien faire, l'absence, l'incertitude, va être aussi ce qui nous qualifie d'humains et nous permet de prendre sans doute une décision, bonne ou mauvaise, mais en tout cas une décision qui aura pris le temps de la réflexion, que tout simplement l'intelligence artificielle ne va absolument pas. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour rationaliser, vous l'avez très bien dit, le temps et l'espace. C'est très clair qu'elle va vous dire pour aller d'un point A à un point B, c'est d'aller directement et le plus facilement, comme pour les questions d'Uber, tout ça, de tarifier. Ensuite, ces jeux de données sont vendus à d'autres acteurs pour pouvoir effectivement programmer les voitures autonomes. Mais elle ne va pas vous dire, éventuellement, si tu es un peu mélancolique aujourd'hui, tu pourrais passer peut-être par tel parc. C'est pas comme ça qu'elle va concevoir. Donc là aussi, décision critique aux algorithmes, est-ce qu'on est face à une déresponsabilisation? Alors, le droit, d'une manière générale, vous dit que dans la médecine, par exemple, on ne peut pas pratiquer la médecine si on n'est pas médecin. Bon, est-ce qu'une intelligence artificielle est médecin? Bon, on voit bien que le droit, d'une manière générale, ne peut pas encadrer ces réflexions-là, mais on sait qu'aujourd'hui, quand même, que ce soit le juge qui rende la justice, que le médecin prenne une décision, ça c'est acquis. Mais il nous faut aujourd'hui donc un cadre, pour regarder si effectivement, quels sont ces défis que j'ai évoqués. Premièrement, il ne faut pas que cette intelligence artificielle contribue à ce que j'appelle moi la dilution des figures d'autorité. Attention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut garder la main. C'est comment être complémentaire de l'intelligence artificielle tout en gardant la main. C'est-à-dire que donc là, il y a vraiment l'idée de lutter contre la dilution de la figure d'autorité, y compris, je parle, dans l'entreprise.
faut pas croire qu'à un moment donné, le DRH, il a aussi des responsabilités. C'est une figure de l'autorité ou dans l'entreprise, et donc aussi, il a des responsabilités de droits et de devoirs. Donc, il ne faut pas qu'il dise à un moment donné, ah, mais c'est l'intelligence artificielle ou tel algorithme qui a pris telle ou telle décision. Donc, ça, c'est premièrement. Lutter contre un autre défi, un autre risque, qui est celui. Alors, ça, c'est Antoinette Rouvois que je vous encourage vivement à lire, qui est une chercheuse enfin belge, et qui parle, elle, de ce qu'on appelle, en fin de compte, la gouvernance algorithmique. Elle dit, attention, on finit tellement par croire que tout ce qui nous est donné est une vérité immanente, que l'on va se caler sur cette vérité immanente, et donc nos comportements vont aussi se caler sur le produit, effectivement, des résultats algorithmiques. Et donc à partir de là, on ne regarde pas dans les chemins de traverse. Et elle dit, d'une certaine manière, comme Stigler également, que ça crée effectivement de la bêtise. Alors non pas l'intelligence artificielle, mais cette capacité de ne pas se détacher de ces systèmes-là. Je l'ai dit sur l'application du droit, et rapidement, je passe, et ensuite, la question aussi des décisions non critiques. Mais ça nous appartient à chacun d'entre nous. J'ai dit tout à l'heure l'autonomie, à qui on la confie, quel type de système, délégation critique, les défis dont je vous ai parlé à l'instant, mais il y a aussi tout ce que nous ne considérons pas comme critique, mais que nous allons délaisser ou abandonner à l'intelligence artificielle. C'est calculer, c'est réserver demain ses courses par Internet, c'est d'acheter des produits. Et là également, effectivement, on sait très bien qu'on va renseigner ces intelligences artificielles, ces algorithmes, parce que pour progresser, elles ont besoin d'être entraînées. Là, je vous renvoie sur les travaux d'Antonio Casilli, qui montrent que, attention, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une grande machine qui sort du cerveau d'Athéna, hein. Vous allez dans les fermes à clics en Inde ou en Chine, vous avez des gens qui passent leur temps à vous dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, à taguer. Vous savez, quand vous vous inscrivez sur un portail, et puis on vous demande pour vous identifier si vous êtes un robot ou pas, et on vous demande de reconnaître les panneaux, est-ce que c'est une bagnole, ben vous êtes en train d'entraîner une intelligence artificielle. Donc vous contribuez à produire effectivement de la connaissance pour cette intelligence artificielle, voire effectivement aussi du profit pour la société qui, au passage, capte cette valeur-là. Mais derrière, effectivement, ce sont non pas des ingénieurs, mais des salariés indiens, des micro-tâches, voire même des plateformes avec Amazon, qui vous permettent effectivement de faire des petites micro-tâches et qui vont permettre comme ça de former ces algorithmes. Voilà, donc une fois qu'on a à peu près donc, ces défis, c'est quelles sont les réponses? Alors là, vous me direz, alors j'en ai oublié un quand même, les biais et la discrimination et l'exclusion. Il faut aussi se poser la question, intelligence artificielle, quels sont les risques, par exemple, d'être exclu d'un bénéfice d'un droit? Je l'ai dit tout à l'heure, notamment par les assureurs, avec les assureurs. Alors moi, j'ai le portefeuille de l'industrie de la mobilité et le compteur Linky, notamment, qui fait parler de lui énormément. Mais la défense nationale, c'est les fichiers, ça je ne peux pas en parler. Mais sur la question, par exemple, des assureurs, nous savons aujourd'hui que les assureurs mettent à la disposition de leurs assurés des outils, des applications, et j'ai oublié la voiture connectée, des applications qui leur permettent de savoir comment ils conduisent. Et donc, à partir de là, ces informations sont stockées par l'assureur pour lui permettre d'établir des profils. Et donc, là aussi, il y a effectivement un enjeu important qui fait que demain, eh bien, sans vous en apercevoir, vous pourriez être exclu d'un bénéfice, d'un droit, ou en tout cas d'accéder à un service. Alors, vous aimez les films, c'est Black Mirror, hein, on voit que la nana qui n'arrête pas de faire 5 étoiles, parce que tiens, je vois Martine Maillard, 5 étoiles, elle est super sympa, je l'aime beaucoup, 5 étoiles, je vous aime tous, 5 étoiles, 5 étoiles. C'est un jour, j'ai un coup de nerf, je dis putain, il me fait chier, con, 3, voilà. Et puis bon, bah, forcément, ma note de recommandation, elle va baisser, sauf qu'elle est associée à ce que je suis dans la société, quelqu'un de docile ou pas, quelqu'un qui accepte les changements ou pas, et donc il y a des droits. Ben, on lui dit dans le film, ah, vous voulez acheter une maison, mais il se trouve que si vous avez 4,8 de notation, vous n'avez pas à payer d'intérêt. Voilà. Alors, sauf qu'elle s'est énervée à un moment donné parce que son mec l'a plaqué, et qu'elle a commencé à faire des conneries. En fin de compte, elle est restée humaine, et surtout, elle était en dessous, et donc elle ne pouvait pas accéder, et donc elle essayait par tous les moyens d'avoir les 5 étoiles, sauf que les gens ont compris qu'elle était complètement intéressée, et donc c'était l'effet inverse. À un moment donné, elle est complètement exclue. Je dis cela, mais vous le savez, et vous ne me contredirez pas, mais la Chine aujourd'hui met en place ce système, avec ses lunettes connectées, avec des systèmes de notation, et on voit bien comment, à un moment donné, l'État, avec le numérique, reprend aussi des moyens de coercition et de contrôle assez puissants, qui sont certainement aux mains des grands GAFA,
en Chine avec leur propre infrastructure. Ils ont compris, eux, qu'il fallait avoir leur propre souveraineté dans le moyen de contrôle. Ils ne sont pas cons. Mais on voit effectivement les enjeux en la matière. Donc, plusieurs défis, discrimination, on l'a dit, et aussi celui de la fragmentation. Alors, ça a été repris par aussi Antoinette Rouvroy, qui est de dire, au fond, eh bien, on a une conception qui est simplement individualisée. C'est-à-dire que les réponses sont les réponses à nos désirs, à nos besoins. Et donc, on nous donne effectivement des éléments par rapport à la production littéraire, à la production cinématographique, au choix des restaurants. Et donc, à partir de là, on a un prisme extrêmement étroit de ce qui nous est donné par l'intelligence artificielle. Et donc, tout cela, eh bien, peut aussi avoir des conséquences sur le plan politique. Tout simplement, c'est-à-dire que si j'ai une conception de ce qui m'est donné du débat politique à travers certaines chaînes de télévision ou à travers certains réseaux, je vais avoir qu'une partie de l'information dont il faut savoir que derrière, effectivement, elle est fabriquée de manière, effectivement, à ce que vous ayez plutôt telle approche plutôt que telle autre. Donc ça, c'est... Alors, et je ne vous parle pas des plateformes et des intelligences artificielles qui, avec les cookies, et je rappelle qu'à côté du RGPD, il y a une directive, un autre règlement qui est e-privacy, qui est effectivement la réglementation sur les cookies. Vous savez, quand vous allez sur des plateformes aujourd'hui et que vous allez vous connecter pour consommer ou lire éventuellement un journal en ligne, eh bien, si vous n'y prenez pas garde, vous avez énormément de cookies qui se déposent sur votre ordinateur et qui vont ensuite vous tracer de manière à vous donner la bonne information, voire la page de publicité au moment où vous allez vous connecter. Donc voilà. Alors, j'espère, oui, c'est bon. Faut-il alors, question, réguler les algorithmes? Alors, c'est un débat. Tout le monde dit il faut réguler l'intelligence artificielle, donc il faut réguler les algorithmes. Et donc, c'est assez difficile d'imaginer qu'on puisse comme ça, à un moment donné, se dire, bon, OK, on va réguler. Est-ce qu'on régule en amont? Est-ce qu'on régule en aval? Une chose est sûre, c'est que depuis maintenant à peu près, on va dire 40 ans, tous ces débats ignorent que depuis 1978, il y a une protection, notamment au regard de la collecte et du traitement de ces données dans les systèmes algorithmiques et d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est prévu notamment dans l'article 10 de la loi informatique et liberté, mais surtout dans son article 1, et que je vous reprends, l'informatique doit être au service, en 78, ils étaient très visionnaires, et c'est important, l'élément de droit est important, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une contrainte également réglementaire de régulation pour permettre effectivement l'innovation. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Donc on voit que c'est un socle fondamental, c'est l'article 1. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, cette informatique, ces systèmes experts doivent effectivement concourir au bien-être de l'individu, en tout cas à des choix qui lui permettent effectivement d'assurer la solidarité ou des choix politiques ou le bonheur, si vous voulez, mais en tout cas pas conduire à, je dirais, l'industrialisation ou la marchandisation de son corps. Principes qui sont repris dans le RGPD. Donc là, je vous les cite rapidement. Vous avez ce qu'on appelle le droit d'information et le droit d'accès, et qui vont être repris dans l'article 22 du RGPD, article 10. C'est la possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir accès aux informations qui vous concernent. Et notamment la loi République numérique le dit sur les systèmes algorithmiques qui sont mis en place par l'administration publique. Elle doit vous donner les informations qui ont concouru à faire en sorte que ce choix a été celui-ci ou celui-là. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Deuxièmement, sur la question du profilage. Donc la question est reprise dans le RGPD. C'est toujours la question 1 de la finalité, 2 de la proportionnalité, est-ce que je le confie ou pas à tel type de dispositif, le principe de la minimisation des données, c'est-à-dire que si demain j'ai besoin de vous classer par ordre alphabétique, j'ai besoin de vos prénoms. Je n'ai pas besoin de votre adresse, voire éventuellement celle de votre femme. Je dis ça, mais c'est-à-dire c'est le principe de se dire je prends les données dont j'ai besoin par rapport à la finalité. D'aucuns vous diront que si on met ça en place, c'est tuer l'innovation. Moi, je crois au contraire que le RGPD et notre capacité en tant qu'acteur et en tant que salarié dans une entreprise à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un objet de dialogue social est le meilleur moyen de remettre la confiance au cœur des débats, ça c'est indispensable, et d'assurer plutôt un développement plutôt responsable et durable, y compris dans une entreprise, que ce qui vient de se passer avec Facebook et Cambridge Analytica, où vous avez vu effectivement la situation aujourd'hui de Facebook qui essaie de rétropédaler, mais on s'est aperçu très clairement qu'ils utilisaient les données que nous confions effectivement à Facebook pour faire autre chose que de la mise en relation. Et donc ça, aujourd'hui, les gens en prennent plus conscience.
Donc ça, c'est repris dans la loi RGPD. Alors, je ne vais pas ici faire le débat sur le RGPD, mais vous savez qu'aujourd'hui, de toute façon, il va s'appliquer fin de mai 18 et qui va imposer un certain nombre de contraintes. Mais pour les entreprises, c'est plutôt une opportunité, et je le dis parce que l'intelligence artificielle est une opportunité, à condition de faire avancer de manière concomitante innovation et protection. Et est-ce que d'un coup c'est le cerveau du syndicaliste qui dit ça, mais je le dis également à la CNIL, c'est un enjeu dont on doit s'emparer, y compris dans l'entreprise, c'est-à-dire se poser les débats. Intelligence artificielle pour la GPEC, ok. À partir de quelle base de données, quel type de finalité, à qui vous le confiez, comment on peut superviser, à quel moment on peut intervenir, comment on peut corriger des biais, c'est toutes ces questions qu'il faut poser et ne pas le déléguer d'une manière systématique à l'intelligence artificielle, voire à un responsable DSI qui, lui, pour le coup, va s'enfermer dans un langage extrêmement complexe, de manière un peu comme une messe en latin. Vous n'y comprenez rien, mais vous avez un effet performatif, vous avez le sentiment que le bien-être va s'emparer de vous et laissez-vous faire et vous verrez, tout ira bien. Non, il faut qu'on soit capable à un moment donné de mettre le pied dans la porte pour dire, voilà, quels sont les enjeux, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et ça, c'est notre rôle également. Je passe sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, également, qui dit que tout citoyen a le droit d'être défendu, d'avoir un accès aux droits de manière non discriminatoire. Et on voit bien que l'intelligence artificielle peut, dans sa manière de faire ou d'être programmée, produire de la discrimination. Ça a été montré éventuellement. Alors, il y a aussi la réaction. Alors, je pensais que vous alliez l'évoquer, mais c'est le système biométrique et de fichage hein, des Indiens. Hein. C'était extraordinaire. On s'est dit, voilà, oh, c'est un peuple, ils sont pas tous formés. La décision de la Cour suprême, quand même, la première des décisions qui était de dire, hop, 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 hop. C'est quand même extraordinaire. Hein. Pourtant, l'Inde, ça va être demain la puissance, déjà l'une des puissances les plus importantes dans le monde, y compris dans le monde de l'informatique. Hop, 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 la Cour suprême a dit non, 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 non. Commencer à ficher de manière biométrique l'ensemble de toute la population indienne, comme ça se fait dans certains États d'Afrique noire, non. Et la Cour suprême a dit la vie privée, le respect de la vie privée devient une liberté fondamentale qu'il faut protéger absolument. Donc on voit qu'il y a des réactions de la société et c'est assez salutaire. Rapidement, encadrement juridique, j'en ai parlé. Il y a quand même une limite à l'encadrement, puisqu'on s'aperçoit que la loi informatique et liberté, par exemple, est une loi qui repose sur les données à caractère personnel. Si vous sortez des données à caractère personnel, vous n'êtes plus sur le régime du RGPD, la loi informatique et liberté. C'est le processus d'anonymisation, de pseudonymisation des données. Donc ça, c'est un principe qui permet effectivement d'aller vers de l'innovation sans qu'on ait besoin de la donnée d'Éric Pérez. Sauf que la question de la finalité reste posée. C'est-à-dire que si je prends des données anonymisées pour profiler une population, ou éventuellement voir encore ce qui travaille ou qui ne travaille pas sans savoir si c'est Éric Pérez ou quelqu'un d'autre, on peut très bien imaginer demain, et ça se fait, il peut y avoir des applications qui permettront notamment à des personnes aisées de savoir où acheter son appartement en fonction de la taux de réussite scolaire de tel lycée ou de telle éventuellement possibilité d'emploi. Donc on voit à un moment donné que sans données personnelles, on peut effectivement confier à l'intelligence artificielle des possibilités de profilage de populations qui, indépendamment de la possibilité ensuite parfois de recouper sur des populations très fines, de savoir qui est qui, mais elles peuvent induire des comportements qui peuvent avoir un impact sur le plan collectif. Sauf que ça, la loi informatique et liberté ne l'encadre pas, puisqu'on n'est plus du tout dans le régime de la loi informatique et liberté. Alors je prends un exemple parce que j'ai mis en place en tant que commissaire sur la mobilité, l'industrie, le pacte du véhicule connecté. Je ne parle pas du pacte du véhicule autonome. Et le pacte véhicule connecté, et moi l'idée, et la première, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Et ça, c'est important. Il faut qu'il y ait à la fois la norme au niveau de la loi, il faut qu'il y ait une régulation avec les acteurs, et on peut le voir aujourd'hui avec certaines entreprises d'une manière générale qui vont adopter et se mettre en conformité, mais il faut qu'on ait aussi cette capacité nous-mêmes à faire des choix, à discerner pour dire qu'est-ce que je donne comme information ou qu'est-ce que je ne donne pas. Et donc l'idée pour moi, c'était de dire, ben, si vous mettez en place la voiture connectée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur la voiture autonome, elle va venir. Mais de plus en plus, il y a la voiture connectée qui est là aujourd'hui. Et si vous savez le nombre d'informations qu'on collecte sur vous d'une manière générale, sur votre conduite, vos parcours, tout ça, c'est assez incroyable. Et là, il y a une bataille qu'on ne voit pas entre à la fois les fabricants d'automobiles qui se disent oh là là, on va être disrupté, parce qu'il y a plein d'acteurs qui viennent en amont et en aval, hein, qui font des propositions en termes de mobilité avec des applications, et donc qui disent ah ben, les données, elles m'appartiennent. C'est la mienne en tant que constructeur. L'autre, il dit non, c'est moi qui l'a produit par l'application. Donc l'idée, c'était de trouver un équilibre
Et cet équilibre, pour ne pas bloquer l'innovation, et c'est ce qu'il faut faire notamment dans les entreprises, c'est-à-dire à ce moment-là, il faut redonner du pouvoir d'agir, il faut que la personne puisse avoir un pouvoir d'autodétermination informationnelle. Il faut redonner la capacité, ce n'est pas évident, mais il faut que lorsque je vais sur un site, lorsque je suis face à une intelligence artificielle, savoir me poser les bonnes questions et savoir faire les bons choix. Et notamment dans le pack du véhicule connecté, on a fait 3 scénarios. Le scénario, et qui est possible, et c'est en rencontrant un ingénieur allemand, enfin français, fuite de cerveau en Allemagne, bon, pas très loin, mais quand même en Allemagne, parce qu'ils avaient créé effectivement des incubateurs, et qui avait dit, mais aujourd'hui la capacité des calculateurs est tellement incroyable que sur un smartphone, on pourrait envoyer une fusée dans l'espace. Il dit, on peut aujourd'hui avoir des puissances de calcul qui n'obligent pas à faire que la donnée qui est produite dans le véhicule soit obligée d'être exportée vers un serveur, dont on ne sait pas où il se situe, être analysée par d'autres acteurs, pour revenir dans votre véhicule et vous donner une information pour faire un choix. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, cette information a pu être détournée, voire éventuellement captée par d'autres, à d'autres fins, voire l'assureur. Et donc, on voit que là, si on arrive à rentrer dans ce domaine de scénario, on peut mettre toutes les sécurités nécessaires. Après, il faut avoir effectivement des éléments de confiance avec son opérateur téléphonique. Orange, par exemple, c'est un peu... C'est mieux. C'est mieux. Et je suis sûr, en plus j'entends Richard là-dessus, c'est important. Bien sûr, il a eu raison d'ailleurs. Hein. Bien sûr que Orange traite des données à caractère personnel. D'ailleurs, la CNIL l'a jamais interdit, mais elle le fait dans un cadre précis et éthique. Et c'est ça qui est important. Et donc, dans ce scénario-là, on s'aperçoit que si on est dans le domaine de la responsabilité individuelle, on n'est pas dans celui de la CNIL, il faut alors à ce moment-là renforcer les droits des citoyens à maîtriser ces données, c'est-à-dire les données qui vont être utilisées à l'extérieur ou qui peuvent être maîtrisées sur son portable. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il y a une limite du cadre juridique, c'est données personnelles, données non personnelles. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus de données personnelles qu'il faut abandonner la possibilité d'avoir un esprit critique. Après, comme je l'ai dit, il y a l'histoire, effectivement, des perspectives individualistes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un droit qui serait collectif, mais là, d'un coup, on est uniquement sur des comportements individualistes. C'est la dernière réflexion. Et là, les questions se posent. Alors, l'autre élément limite du droit, c'est l'effectivité du droit. C'est comment rendre possible, je discutais avec le chauffeur de taxi qui me dit, ah oui, oui, mais moi, parce que vous le savez très bien, le chauffeur de taxi, alors là, il se trouve que c'était, vous le dites à personne, c'était Uber. Et il me montrait ensuite comment ça se passait. Parce que comme vous le savez, à ce moment-là, bien sûr, la plateforme d'Uber, elle utilise une intelligence incroyable, hein, qui va tous les déplacements qu'on fait ou la façon dont le chauffeur roule, tout ça est stocké, analysé, et ensuite c'est monétisé, et ça devient un modèle industriel. Mais ce qui est important, c'est de voir la relation qu'il y a entre le chauffeur et vous-même. Et ça, vous le savez mieux que moi sans doute, c'est que quand il a terminé sa course, il m'a montré son smartphone, il m'a dit, voilà ce que me demande Uber maintenant, de donner une notation. Il m'a mis 5 étoiles. C'est génial. Ah, j'étais gentil. Mais il m'a dit, il m'est arrivé un cas, et il m'a dit, il m'est arrivé un cas où il y a eu des clients qui ont pris Uber Pool, donc plusieurs passagers, donc c'est donc un déplacement partagé. Et il y avait 3 nanas, et il y en avait une qui était complètement éméchée, complètement sous, et qui n'arrêtait pas d'hurler et de crier. Et avant de sortir, bon, elle était tellement désagréable qu'elle a balancé l'alcool dans la bagnole, ça sentait mauvais, puis elle a dit, oh, c'est pas grave, c'est pas une Mercedes, enfin bon, un truc comme ça. Bon. Et il était énervé, le chauffeur. Ça se comprend. Et donc, quand il est rentré à la maison, il lui a foutu une étoile, on ne peut pas donner en dessous. Et quand on met une étoile, Hubert dit, mais pourquoi? Alors, il y a propreté, comportement, ceci, cela. Et il me dit, et là ça, je ne le savais pas, ça, c'est assez intéressant, et il me dit, mais quand on veut éventuellement aller plus loin, parce que là, vraiment, je trouvais qu'elle avait été odieuse, et je ne voulais pas laisser passer ça, je voulais m'expliquer sur la situation qui m'est arrivée, il y a des zones de commentaires. Et il m'a montré, effectivement, on ouvre une zone de commentaires, et là, il fait un procès verbal. Alors là, je suis stupéfait, et il a dit, voilà, elle était ça, elle buvait, elle insultait, machin, ceci, cela. Vous imaginez, si vous avez ce type de stock, vous prenez un taxi. Donc, vous notez jusque-là. Mais à un moment donné, il peut y avoir du contentieux, à un moment donné, c'est capté par cette plateforme qui va stocker énormément d'informations sur le profil de cet individu. Autant sur le conducteur que sur vous. Si vous êtes super sympa, c'est très bien, mais hyper sympa, on dit, ah, le chauffeur était super sympa, il m'a montré le côté super sympa, j'ai su qu'il était marié, qu'il avait 2 enfants, qu'il aimait le PSG, nul n'est parfait, enfin, je dis une connerie, et il y avait plein d'autres éléments. Vous me direz,
c'est pas grand-chose. Il n'y a pas forcément de données sensibles, mais on arrive comme ça à reconstituer un profil à la fois du chauffeur et à la fois du client, mais avec des données qui sont... Attendez, autre exemple, et comme ça, vraiment, j'aurais fait 50 minutes aussi, non, je plaisante, c'est une application qui a été mise en place, frappée au coin du bon sens, hein, pour permettre tout simplement à tous les citoyens d'avoir une possibilité d'accéder aux services administratifs en ligne, avec une plateforme qui permet à chacun de pouvoir éventuellement avoir un cabis, avoir son acte de naissance, tout ça. Et c'est une jeune start-up qui a monté ça, c'est assez super. Malheureusement, j'ai dû, effectivement, j'ai été rapporteur public, les sanctionner à hauteur de plusieurs milliers d'euros d'amende. Pourquoi? Je leur ai posé la question, mais est-ce que vous avez pris soin de sécuriser l'ensemble de ces données, de se poser la question, de savoir comment, sans se poser la question s'ils avaient une délégation de service public pour faire ça. C'était extraordinaire. Ils avaient mis une application, la seule sécurité, c'était un mot de passe, alors qu'ils recueillaient des éléments, notamment pouvoir porter plainte près du procureur de la République, pour permettre à des gens éloignés de pouvoir, au lieu de faire une lettre, vous pouvez envoyer ça au procureur, on vous fait une lettre, machin truc, vous écrivez, et puis il se charge, moyennant 5 ou 10 euros, alors que ces informations sont gratuites si vous allez. Mais là, tout. Et vous avez, j'ai eu accès bien sûr, hein, des procès de police. Enfin, c'est des gens qui, comme s'ils allaient au commissariat. Voilà, Martine Bayard, elle m'a harcelé, tout ça, elle a fait ça, elle n'arrête pas de m'appeler, non, je plaisante, voilà. En plus de ça, elle est complètement sous, ceci, tout ça. Voilà. Et toutes ces informations, il y en avait des milliers comme ça. Sauf qu'un jour, il suffit que vous alliez sur un site, c'est ça l'intelligence artificielle, un site internet ou une plateforme, vous changez éventuellement à un moment donné la fin de l'URL, et vous pouvez comme ça rentrer dans des failles où vous allez avoir accès à ces bases de données. Et donc la vraie question là qui est posée, c'est est-ce que vous avez la possibilité d'avoir la certitude que la plateforme ou l'intelligence, ou en tout cas le responsable de traitement qui collecte ces informations, s'assure de toutes les garanties en termes de sécurité? Non, aujourd'hui il y a une limite, c'est que l'effectivité du droit est très compliquée, parce que vous l'avez très bien dit tous les deux, il y a une énorme asymétrie entre ceux qui collectent, traitent ces informations et nous-mêmes. On n'a pas toutes les informations sur la manière dont c'est organisé. Et donc ça, c'est un vrai travail demain pour rentrer dans cette boîte noire et savoir ce qui est fait. Donc ça, c'est une vraie limite, c'est l'effectivité du droit, notamment en la matière. Et donc, pour terminer, alors, c'est, parce que je vais faire vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Certains disent qu'il faut interdire les algorithmes dans certains secteurs. Est-ce que c'est une réponse? Je pense qu'il y a certains secteurs dans lesquels, par exemple, on a par exemple les lois bioéthiques. Il y a eu déjà en 1994, je crois que c'était le recours génétique dans les données génétiques dans la science, pour l'instant. Hein. 94, après il y a eu la loi Kouchner. Demain, quand on sait qu'on peut faire le séquençage de l'ADN pour pas grand-chose, jusqu'à quand on va? Mais on peut dire non, il y a des éléments qu'on doit sanctuariser. C'est des questions qu'on doit se poser. De la même manière de l'entreprise. Il y a peut-être des éléments sur lesquels il n'y a pas obligation de déléguer à un système de ce type d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une vraie question. Mais interdire l'intelligence artificielle n'a pas de sens. Peut-être sectoriser ou dire dans certains domaines, il faut se poser la question, pourquoi pas. Ensuite, il y a d'autres principes, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a celui de la loyauté. Il est important aujourd'hui d'avoir ce principe fondamental, qui est celui du principe de la loyauté. Pourquoi je collecte vos informations, pourquoi je les utilise, et vous permettre, dans une relation de transparence, de pouvoir intervenir, notamment avec celui de la vigilance, dans le paramétrage. Et de plus en plus aujourd'hui, vous allez voir effectivement des outils, notamment qui sont pilotés, encore une fois, hein, l'intelligence artificielle, je parle d'intelligence artificielle faible, qui sont des outils qui collectent et qui vous donnent de l'information, qui vous délivrent une réponse, mais vous pouvez également, et c'est ça que nous, on exige, loyauté dans le principe de la mise en place et de la finalité, et vigilance, c'est-à-dire dans la conception même de ces architectures informatiques, notamment pour pouvoir évaluer des paramétrages et pouvoir éventuellement se dire non, je ne souhaite pas. Dernièrement, je crois que j'ai fait une application, c'était sur... Ah oui, c'était me connecter sur un hôtel, sur un Wi-Fi, je ne sais plus quoi, et à un moment donné, il me demande une série d'autorisations, tout ça, et puis il y avait une 3. Il me dit, voilà, si vous cliquez ici, c'est très simple, si vous cliquez là, on va vous donner plus d'informations, et vous cliquez là, vous donnez accès à pratiquement toutes les informations sur lesquelles nous pouvons citer. Ben, vous pouvez faire ce choix. Je pense qu'il faut concevoir également des intelligences artificielles et des systèmes algorithmiques qui intègrent cette notion de droit et d'éthique.
Ce n'est pas simple. Ça se met en place aujourd'hui. Je sais qu'à l'AFNOR, il y a des groupes aujourd'hui en Chine qui sont revenus, et ça va durer à peu près 2 ans, qui vont parler du taux de robustesse dans l'intelligence artificielle. C'est comment on peut transvaser, enfin pas créer le même taux de robustesse sur le plan éthique. Alors ça va se mettre en place, y compris dans le domaine de la santé, il y a des rapports qui vont sortir, c'est comment on peut créer éventuellement un système qui pourrait permettre de faire des audits avec des questions, mais qui ne soient pas que techniques, mais aussi des questions éthiques et des questions de droit, pour permettre éventuellement de voir, avant de mettre en œuvre une intelligence artificielle, si elle répond à certains critères. Donc ça, c'est les principes de loyauté et le principe de vigilance. J'en arrête là parce que ce serait trop long et parce que c'était pas évident, parce que parler d'intelligence artificielle, c'est retenir 2 choses. 2, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme technologique. On doit se poser des questions sur la mise en place de ces outils informatiques, sur ces outils d'intelligence artificielle. 2, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous comme étant effectivement une sorte de chose inhumaine, enfin quelque chose, une sorte de démiurge. Il y a effectivement une responsabilité humaine. L'intelligence artificielle, c'est avant tout une production humaine. Ceci étant, si on ne met pas en place les systèmes de contrôle en amont comme en aval, il peut y avoir des risques, comme je l'ai décrit, et il semblerait qu'il y ait des études qui aient montré quand on mettait 2 intelligences artificielles avec un objectif qui est de ramasser des pommes virtuelles, alors j'ai essayé de voir, mais en même temps vous leur mettez la possibilité de pouvoir éventuellement avoir une arme létale, en gros de laser, on s'aperçoit à un moment donné, pour arriver à la finalité, ils sont capables de s'entretuer. Enfin bon. Donc l'idée c'est à un moment donné, vraiment poser les termes du langage et se dire à un moment donné jusqu'où on peut aller. 3, il faut, que le législateur soit effectivement présent, et nous avons été absents, malheureusement, sur le plan européen. Donc le règlement européen est notamment un règlement qui va redonner du droit aux citoyens en termes d'accès, de droit, de portabilité. Ça, c'est important. Sanctions également. Je pense que les entreprises vont intégrer également qu'elles risquent d'avoir des sanctions financières, mais aussi le risque de perdre leurs clients. Et une entreprise ne jouera pas, je dirais, son image et son expertise, comme l'a fait par exemple Facebook, au risque de perdre ses clients. Donc ça, c'est important. 4, dans une entreprise comme Orange, mais comme dans d'autres, il ne faut pas abandonner ce débat aux spécialistes, informaticiens ou juristes. C'est un débat sur lequel il faut que nous puissions intervenir, et il faut par exemple à la fois mettre en place des comités éthiques, il faut mettre en place des formations également, et Villani en parle également. Il faut absolument saisir l'opportunité de l'intelligence artificielle. Les Américains sont en avance, les Chinois, mais pas à n'importe quel prix. On a la possibilité justement d'intégrer cette valeur ajoutée qu'est la dimension éthique. Il faut effectivement former les ingénieurs, mais également les former à cette dimension en termes de responsabilité juridique et de responsabilité éthique. Et ensuite, il faut former chacun d'entre nous à être extrêmement frugal dans sa propension à vouloir effectivement informer, quand vous allez sur un site ou quand vous êtes effectivement dans une... Alors, il y a des cas, mais j'en parlerai pas, mais vous avez des expérimentations aujourd'hui, que ce soit à la SNCF, notamment avec des caméras, ou dans les aéroports de Paris, pour la reconnaissance faciale, avec des systèmes qui sont là pour permettre à l'aéroport de Paris d'assurer la sécurité de l'ensemble des voyageurs et de ceux qui transitent dans les aéroports de Paris. Et bien là, on peut dire oui, why not? Mais après, la question, qui accède à ces fichiers? Est-ce qu'ils sont stockés? Est-ce qu'ils sont archivés? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question de la biométrie. Quand elle est aux mains de l'intelligence artificielle, comme ça a été très bien démontré, c'est très bien. Si on peut effectivement à un moment donné déceler, mais tout dépend du paramétrage. Mais qu'est-ce que je peux en faire demain, éventuellement, si je mets en place un système biométrique pour accéder à tel ou tel endroit? Est-ce que je peux reconnaître éventuellement une personne? C'est le problème de l'identité, l'identification et l'authentification. Donc tous ces éléments-là, et le dernier qui a fait effectivement... qui a fait bousculer, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas non plus, à un moment donné, nous reléguer à un accessoire. Mais moi, je suis désolé, je le dis ici très honnêtement, quand la mairie de Nice, et je devais instruire le dossier, mais c'est un autre commissaire qui l'a fait, met en place son système qui consiste à dire chacun doit être la vigie de tout le monde, et mettre en place un système qui consiste à mettre en place une plateforme qui va gérer l'ensemble des informations et détecter qui est bon ou qui est mauvais, notamment sur la collecte des informations qui seraient données par l'ensemble des citoyens au nom de la sécurité et de la protection contre le terrorisme, ça devient extrêmement dangereux. Et on le voit aujourd'hui de plus en plus, l'idée, que ce soit l'administration, certaines entreprises, c'est de confier des choix, comme je l'ai dit, qui peuvent emporter des risques pour nos libertés individuelles, nos libertés publiques. Et je suis désolé, ce qui est fondamental, c'est à la fois un équilibre entre la transparence et l'opacité, mais c'est surtout la capacité de maintenir un état de droit. Moi, je suis absolument convaincu qu'on peut réussir
le pari de l'innovation et de la protection de l'intelligence artificielle au service de l'homme, mais il faut s'en donner les moyens et avoir cette capacité de critique. Voilà, je sais que j'ai été assez long, un peu vague, mais c'est simplement poser ces petites questions pour pouvoir réagir. Voilà. Merci Eric. Alors, je voulais juste préciser une chose, c'est Eric Pérez avec un S. Ouais. Ne vous trompez pas. Ah, non. Il y a assez Alors, écoutez, il nous reste, on a un peu débordé, mais pour rien vous cacher. Hein. C'était long. Mais il nous reste quand même une petite quarantaine de minutes pour faire le débat. Donc, ce que je propose, j'invite les trois intervenants à venir sur l'estrade. Et puis, on va commencer le jeu des questions-réponses, si vous êtes d'accord. Non. Qui est-ce qui veut... En fait, j'étais... Ouais. Alors, écoutez, qui est-ce qui veut se lancer là pour la première question? Simplement une chose, puisque c'est déjà demandé par un assistant. Nous ferons évidemment un compte-rendu de ce colloque, enfin de cette réunion, le plus exhaustif possible. Et vous aurez, bien entendu, alors je ne vous dis pas demain, mais ça viendra assez vite, vous aurez un compte-rendu de cette très intéressante réunion et qui nous permettra de regarder tranquillement pour se réapproprier un certain nombre de notions qui ne sont peut-être pas évidentes à comprendre d'emblée. Qui est-ce qui commence ? Plus la vidéo, parce que c'est enregistré. Qui a levé la main ? Oui, donc bonjour, merci beaucoup pour ces trois présentations très, très complémentaires où effectivement on ne peut qu'adhérer à toutes les opportunités qu'ouvre l'intelligence artificielle. Au niveau des risques, on a beaucoup parlé effectivement sur les algos, de loyauté, d'éthique, d'équité. Mais aujourd'hui, tous ceux qui investissent, qui ont des centaines d'ingénieurs qui investissent dans l'intelligence artificielle et les data, c'est des Google, c'est des Facebook, c'est des Amazon, c'est des Apple. Et eux, je dirais que leur leitmotiv, c'est plutôt l'efficacité que toutes ces belles valeurs que l'on souhaite défendre en tant que citoyen. Comment on concilie, je dirais, un peu cet antagonisme entre l'efficacité que recherchent les GAFA et je dirais, toute cette notion d'équité, de justice, d'éthique qu'on recherche nous en tant que citoyens européens. Oui, non, mais là, c'est pendant 40 minutes, donc je sais pas où je peux. Oui, allô ? C'est bon. C'est un choix. C'est un choix et beaucoup disent aujourd'hui les Américains, les Chinois ne s'embarrassent pas de ces problématiques. Moi, je vais vous dire par exemple un cas. Je suis allé au Millipol. Vous savez, Millipol, c'est en gros le grand marché de Noël pour les ministères de l'Intérieur, de l'Armée sur les armements, les nouvelles armes, les nouvelles formations de contrôle. Enfin, voilà. Donc, j'y étais invité et j'ai vu des caméras qui pouvaient donc vous filmer jusqu'à 26 km infrarouge. C'est impressionnant et vous identifier. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on peut coupler ça à une arme létale ? Elle me dit, ah ben non. Nous, en France, en Europe, on a quand même des obligations. Allez voir les Israéliens ou allez voir les Chinois, ils savent faire. Et là, on voit effectivement qu'il y a deux conceptions. C'est-à-dire, on peut effectivement aller vers le progrès sans se poser la question des impacts et des conséquences sur notre société. C'est un choix. Mais moi, je fais le pari que demain, notamment pour ces grands GAFA, que ce soit des GAFA américains ou mettons les Chinois, ce dont ils n'ont pas aujourd'hui, ce sont justement ces jeux de données. La nature, enfin, ils ont des jeux de données, mais s'ils veulent marcher, ils vont devoir prendre conscience qu'ils ont en face des clients, des usagers, et que c'est cette relation de confiance, pour moi, qui est fondamentale. Alors, est-ce qu'on peut permettre ? Oui, je pense que le RGPD n'empêche absolument pas l'innovation. Elle dit tout simplement, vous devez avoir une logique de transparence. Alors, pas la transparence sur l'algorithme d'intelligence artificielle, mais de se dire, si j'utilise par exemple les données de santé, c'est pour faire tel type de recherche, j'ai besoin d'aller très loin dans l'innovation. Si on est d'accord sur ce principe, il faut effectivement à un moment donné qu'il y ait un encadrement à la fois éthique, bioéthique, tout ça, c'est possible. Et d'ailleurs, la CNIL n'a jamais interdit
jamais, jamais interdit. Je veux même vous dire aujourd'hui que c'est possible. Nous avons, nous, la possibilité, avec les jeux de données très qualifiés dans le domaine de la santé, d'avoir la possibilité d'accompagner nos entreprises, nos startups. Mais quand vous apprenez que le fichier du SNIRAM, qui est le plus grand fichier de données de santé, peut-être en Europe, avec des millions d'ordonnances, est aujourd'hui, effectivement, nous l'avons mis en demeure, il n'est absolument pas sécurisé. C'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui peut le hacker, et donc ils sont mis en demeure. Donc là, il y a un vrai principe de sécurité. Donc non, on peut innover, on peut faire du business, et le business éthique, c'est pas simplement une coquetterie, c'est simplement le principe de dire, dans l'économie du numérique et dans l'innovation, un des éléments, c'est la confiance. Et si vous avez une confiance avec votre client, avec votre usager, il n'y aura aucune difficulté à vous livrer les données dont vous avez besoin. Et je pense que ça, c'est fondamental. À long terme, ceux qui feront l'impasse sur ces questions-là verront à un moment donné des difficultés. Ne pensez pas qu'en Chine et aux États-Unis, cette question se pose de plus en plus. Et elle se posera de plus en plus. Donc je pense que nous avons une opportunité de peut-être mettre en avant une façon de faire le business qui soit beaucoup plus durable et qui recueille également l'assentiment de ceux pour qui on travaille. Donc c'est une façon de voir les choses. Après, c'est un choix de société. Je voulais juste apporter un petit commentaire quand même, parce que le fonctionnement des GAFA est quand même très très fortement lié à leur modèle économique. C'est-à-dire qu'ils vous proposent en fait des services très performants gratuits, donc en l'échange finalement de vos données personnelles qui, en droit anglo-saxon, est une donnée marchande. Vous avez le droit finalement de commercialiser en fait vos données personnelles, d'abandonner en fait un droit d'utilisation de vos données personnelles en échange d'un service, ce qui est une position très très différente de celle de l'Europe en fait. Donc il ne faut pas oublier ça, et que ça peut être aussi l'occasion de remettre sur la table d'autres modèles économiques. Et ça, quand vous parliez de choix de société, on a un vrai choix de société. Est-ce qu'on veut tout gratuit au risque de concentrer en fait tout ce pouvoir dans les mains de quelques acteurs, ou est-ce qu'en tant que citoyen, on accepte de payer pour un service, mais en l'échange, je pense qu'on va y venir, d'une protection absolue de nos données personnelles en fait. C'est un choix. Donc je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je vais élargir un tout petit peu cette problématique des données des GAFA et de l'Europe. Et ça fait partie partiellement des petits reproches que je fais au GDPR. En fait, ce que je reproche à l'Europe généralement, c'est une attitude défensive. Et une attitude plus juridique, une réponse juridique qu'une réponse technologique innovante. Parce que, comme vient de dire Henri, si moi j'ai des données chez Google, c'est parce que j'utilise leur moteur de recherche, c'est parce que j'utilise leur Google Maps, Google Docs, Gmail, j'en passe. Pareil pour les plateformes de réseaux sociaux, pareil pour le cloud, etc. Et donc, en fait, le problème des données des Français et des Européens qui sont ailleurs, qui sont chez les GAFA, ce n'est pas quelque chose qui est choisi, c'est quelque chose qui est imposé. Et la réponse de l'Europe, et c'est ce que je reproche à l'Europe, en étant profondément europhile, c'est qu'effectivement, à défaut d'organiser une riposte technologique, parce que scientifiquement, je pense qu'il y a ce qu'il faut, mais technologiquement, l'Europe a raté pratiquement tous les virages de l'IT. L'Europe n'a pas un fournisseur de matériel. L'Europe n'a pas un fournisseur d'exploitation, système d'exploitation. L'Europe n'a pas un fournisseur de cloud. L'Europe n'a pas un fournisseur de moteur de recherche et peut-être pas d'IA demain. Et donc les données des Européens et des Français, donc au lieu de répondre par un GDPR, et peut-être qu'effectivement il y a des choses dans le GDPR que je peux comprendre, mais un truc rigolo qui est la portabilité. J'essaye d'être volontairement méchant. La portabilité, on te dit, ok, donc tu peux demander à quelqu'un, un acteur, de prendre tes données et de les mettre chez quelqu'un d'autre. Moi, si j'utilise aujourd'hui le moteur de recherche de Google et que Google crée avec toutes les requêtes que je fais, moi, Faisal, il est capable de deviner mes intentions pour le moyen et probablement le long terme, de ce que je fais, ce que je consomme, ce que j'ai envie de faire, mes centres d'intérêt, etc.
dans ma vie professionnelle et privée. Donc, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je sors mes données de chez Google, est-ce que j'ai en Europe un moteur de recherche? Est-ce que j'ai un équivalent d'un Google Maps? Est-ce que j'ai... Voilà. Donc le problème est là. Est-ce qu'on a des plateformes de réseaux sociaux dignes de ce nom? Zéro. Au lieu de répondre en fait par dire pourquoi l'Europe n'a pas des champions, on répond par GDPR, on répond par du juridique. Et c'est pour moi, en fait, on est peut-être un peu limité. Parce qu'il y a beaucoup de milliards injectés dans la recherche. Et je pense que sur le plan scientifique, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, des scientifiques de très haut niveau. Mais la transformation de l'essai n'est pas encore faite. Et c'est là où il faut peut-être que l'Europe s'interroge. Mais ce n'est pas du tout antagonique. Le RGPD, c'est une réponse juridique en termes de régulation. Et la portabilité, vous avez une appréciation qui n'est pas tout à fait celle du RGPD. La portabilité, ce n'est pas la portabilité de ce qui a été produit à partir de vos données. Il n'y a pas de base juridique là-dessus. C'est le fait de dire qu'une personne, à un moment donné, peut redemander l'ensemble de ces informations pour quitter un opérateur. Vous verrez que demain, si par exemple Orange n'assure pas cette portabilité, il peut prendre le risque de voir ses clients ou ses usagers partir sur le concurrent. Donc ça. Deuxièmement, non, il y a une réponse technologique et industrielle. Alors là, que je partage entièrement. Que ce soit dans les normes comptables ou industrielles ou technologiques, on a perdu le virage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va devoir dire à tous les Européens et à des Français, vous n'avez pas d'autre solution que de livrer vos informations à tous les GAFA, c'est gratuit, c'est vous le produit. Non, c'est que le RGPD a une portée extraterritoriale. Et il dit la chose suivante, je suis vraiment désolé, il fallait qu'on fasse un choix, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, les entreprises et n'importe quel acteur pourra traiter les données sans faire de formalité auprès des autorités de régulation. C'est-à-dire qu'on transfère la responsabilité vers le responsable de traitement. Donc c'est simplement une conception, une façon de faire. Mais la réponse technologique, vous avez raison, elle peut intégrer et elle doit intégrer notamment ces questions de protection. Si vous ne le faites pas demain, je suis désolé, vous n'accepterez pas demain, si vous avez un enfant ou une fille, qu'elle soit éventuellement exclue d'un droit ou de la possibilité éventuellement d'aller dans tel ou tel territoire parce qu'il y aurait telle information qui aurait été recueillie sur elle. Donc je pense que c'est au contraire complémentaire. Il faut avoir les deux réponses à la fois et de faire en sorte que cette dimension de la réglementation soit un avantage compétitif. Et vous verrez que demain, une intelligence artificielle qui intègre cette dimension-là, de la transparence, de la loyauté et de la possibilité de paramétrer, toutes choses égales par ailleurs, enfin de manière, sera un avantage compétitif sur un acteur qui sera le plus opaque, parce que vous ne lui ferez pas confiance. Et donc ça, c'est là l'élément différenciant. Donc c'est un atout plutôt qu'une contrainte. Les gens derrière n'entendent pas. Le fait qu'en Europe, il n'y a pas de grands leaders dans les systèmes d'exploitation, dans les intelligences artificielles, il faut être franc, même dans les smartphones, ne vient pas de problèmes juridiques, ça vient d'un tournant que les autres pays ont pris. Prenez le cas de Samsung, c'est 29% du GDP coréen. C'est clair que les smartphones sont déficitaires et qui sont financés par toute une série d'activités industrielles. C'est ce qui leur permet d'exister à cette technologie. Apple a réussi plus pour des critères émotionnels que technologiques. Et Sony, tout le monde sait, qui serait en déficit sur ses smartphones s'il n'avait pas les autres activités, téléviseurs, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas pour des raisons juridiques que l'Europe n'est pas dans ces hautes technologies, mais parce que dans les autres pays, ils arrivent à financer les hautes technologies par tout à fait autre chose. J'ai pas dit, pour corriger un peu, en fait, j'ai pas dit que le juridique n'est pas bon. J'ai dit que je ne vois que la réponse juridique. Aujourd'hui, en fait, comment faire émerger, j'insiste pour ne pas que mes propos ne soient pas déformés, c'est pourquoi effectivement on ne sait pas faire émerger en Europe et en France des champions. Parce qu'avec ça, on aurait déjà un problème de moins, c'est de dire que les données des Français et des Européens restent en Europe et donc effectivement elles sont probablement la meilleure des sécurités au lieu d'aller courir après derrière les GAFA. Parce que là aussi, étant un peu technicien sur les bords, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. Donc, on a beau expliquer qu'il y a des textes européens, qu'il y a des pénalités, qu'il y a machin. J'attends de voir, donc là aussi pour volontairement être provocateur, j'attends de voir effectivement comment des gens en France ou en Europe
serait capable d'aller rentrer pour vérifier le bien fondé de ce qu'expose Google ou de ce qu'expose Facebook ou Amazon sur nous. Donc ils exposent des choses. Est-ce qu'ils exposent tout ou pas? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils exposent tout et je ne pense pas qu'on ait les moyens techniques de le vérifier. Donc là, l'autre faille dans le GDPR, là aussi pour provoquer le débat, c'est l'incapacité technique, et j'espère être un tout petit peu bien placé pour le savoir, on est dans l'incapacité technique d'aller vérifier, auditer, et encore moins les IA dont on parle, et on vient de le citer. Oui, mais on va peut-être laisser. Mais vous avez raison. Et puis après, la réponse du GDPR, c'est aussi une règle du jeu pour toutes les entreprises. Parce que quand vous avez des acteurs qui venaient sur le marché européen pour délivrer des applications et récupérer effectivement la valeur ajoutée pour la récupérer dans la Silicon Valley, là, la question, c'est de dire, attendez, parce qu'ils s'implantaient en Irlande, ils s'implantaient plutôt au Luxembourg, là, la règle du jeu va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union européenne. Et le fait d'être américain et d'être, attention, américain, je délivre un service Union européenne, je suis concerné par le RGPD. Et donc ça, c'est un enjeu également pour que les entreprises puissent être aussi à, je dirais, égalité dans la concurrence. C'est un enjeu. Et non, c'est pas la question. Les textes, c'est les peuples qui décident à un moment donné de se dire quelles sont les armes. Et ça, c'est important. Et deuxièmement, mais c'est très bien. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant le débat. Je trouve que la question de dire la technologie aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a 30-40 ans, on n'imaginait pas du tout que l'intelligence artificielle allait produire aux algorithmes ce qu'on connaît aujourd'hui. Je laisse effectivement le soin. Demain, vous verrez qu'on sera en capacité de mettre en place des outils qui pourront auditer. Mais en tout cas, science, je veux dire, sans conscience, est ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne met pas des éléments réglementaires, pas pour empêcher, mais simplement d'un point de vue de la conception humaine, à un moment donné, il y a des risques en termes de liberté. C'est tout. D'autres questions? Oui, si j'ai bien compris votre discours en filigrane au moins, c'est que on est tous embarqués dans le même bateau et que les citoyens auront de plus en plus d'empowerment justement à prendre sur le sujet. Alors la question est la suivante, c'est que le RGPD c'est bien, c'est une première étape, c'est en effet un cadre. La deuxième question, et qui vous rejoint un peu, c'est est-ce qu'il existe en effet des secteurs de recherche, d'innovation, qui permettraient d'armer le citoyen lui-même au plan informatique pour créer des solutions, je dirais, temporaires d'identité qui seraient livrées sur les sites et qui s'autodétruiraient au bout de quelques instants, ou des solutions d'innovation qui permettraient de brouiller les cartes pour pour en fait ne pas permettre d'exploiter des données personnelles, sauf celles qui sont utiles, bien sûr, aux entreprises. Pour Orange, par exemple, il est nécessaire d'avoir en effet les numéros de téléphone, les comptes de facturation. Voilà, ça, c'est utile au fonctionnement de l'entreprise. Au-delà, savoir si vous avez 2 enfants, 3 enfants, si vous habitez, ça c'est autre chose. Donc, est-ce qu'il y a des solutions innovantes qui permettraient d'armer, en dehors du contrôle parental et ces petits outils qui sont importants mais pas suffisants? Est-ce qu'il y a des innovations dans ce domaine? Brouiller les cartes. L'identité, pardon. Alors, ouais. Je vais tenter, mais c'est très, très large. Il y a quelque chose, en fait, un pan dans la sécurité des technologies nouvelles qui s'appelle, enfin, dans la cryptologie, qui s'appelle homomorphique, qualifié d'homomorphique. En fait, c'est... comment le dire très simplement, c'est très mathématique et je suis même pas capable, je pense, de vous donner le détail mathématique, mais c'est pas le lieu. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir crypter d'une certaine manière les données pour que vous puissiez malgré tout les envoyer, par exemple, pour traitement chez un opérateur cloud américain ou chinois ou je sais pas quoi, sans que l'opérateur en question puisse les décrypter ou plus les rendre clairs pour lui. C'est travailler, parce qu'en fait, c'est un problème compliqué, en fait, faire travailler des applications sur des données cryptées. Et, donc, c'est une gymnastique extrêmement difficile et il semble que mathématiquement, on arrive à trouver en fait une clé
Et il y a effectivement, du coup, il y a quelques champions français en fait sur le sujet, au moins au niveau académique. Mais par ailleurs, tout le reste, l'anonymisation par exemple des données, aujourd'hui, on montre que ces techniques dont on a parlé beaucoup aujourd'hui autour de la donnée, par croisement, on est capable de casser l'anonymisation par exemple. On est capable de retrouver une personne, même si c'est anonymisé, par croisement. Donc c'est un problème très compliqué. Et puis une fois que vous avez donné la donnée à votre fournisseur, cloud ou moteur de recherche ou stockage ou réseaux sociaux, etc., bah, vous ne savez plus exactement ce qui s'y passe. Et je pense que quelqu'un comme Snowden nous a raconté des choses qui n'étaient pas forcément avouables. Et c'est là où je dis que les choses ne sont pas si faciles à auditer. On ne peut pas savoir ce qui se passe derrière le rideau. Il y a des choses qu'on nous expose et des choses qu'on ne nous expose pas. Alors pour compléter quand même sur le cryptage homomorphique, c'est pas forcément gagné parce que ça n'est applicable qu'au traitement linéaire. Alors c'est un peu technique, mais et les réseaux de neurones c'est juste pas linéaire, c'est ce qui fait leur innovation. Donc aujourd'hui c'est pas bien parti pour que ce soit applicable. Ensuite effectivement je pense que ce sera compliqué de toute façon à partir du moment où un acteur a besoin de vos données tout simplement pour vous rendre le service, c'est une finalité légitime. Et ben, il va l'utiliser. Donc après, voilà, il y a les cadres juridiques qui vont lui imposer un certain nombre de contraintes. Et après, charge à lui de mettre en œuvre les bonnes techniques de sécurité. Donc je pense que l'enjeu, c'est au niveau de la sécurité. Et moi, je crois au contraire, alors même, on verra ce que va donner le RGPD dans sa mise en œuvre, mais je pense que la réponse, elle ne peut être que sociétale, juridique, éthique. C'est qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas empêcher un acteur puissant de recueillir vos données, de calculer des modèles. Par contre, vous pouvez l'empêcher d'appliquer, de mettre en œuvre les IA. On peut dire non, je n'utiliserai pas une IA pour piloter un drone qui va tuer des gens. Non, je n'utiliserai pas la vidéosurveillance pour suivre les gens dans leur vie privée. Contre le terrorisme, oui, mais pas dans leur vie privée. Moi, je pense que justement, l'encadrement, en fait, ne peut être in fine que juridique. C'est là où on dit, bah oui, on a recueilli telle information, c'est pas juridiquement recevable, l'acteur qui l'a reçu, il a enfreint la loi, on va l'attaquer, etc. Après, on verra, c'est pas parfait, mais voilà, moi j'ai cette forte conviction là. Que je partage. Mais je partage ce qu'elle dit, c'est la cryptologie, et je crois même qu'il y a aujourd'hui des applications qui permettent même d'avoir des systèmes à la main de l'utilisateur pour pouvoir effectivement. Mais il y a des principes très simples, hein, c'est simplement la sécurité des données, c'est à un moment donné détruire la donnée quand vous n'avez plus du tout l'utiliser. C'est-à-dire c'est la durée de conservation, c'est l'archivage éventuellement en base intermédiaire anonymisée. Mais comme l'a dit mon collègue, il a raison, il suffit dans un jeu de données de communication d'avoir 3 points d'éléments de connaissance pour tout de suite identifier une personne. Donc on le sait. Mais encore une fois, c'est tout simplement le principe de finalité. Orange a besoin du nom, du prénom. Elle peut peut-être avoir besoin du nombre d'enfants. La question, c'est pourquoi. Pourquoi c'est faire. Et ensuite, est-ce qu'on peut faire autrement de manière à éviter le caractère intrusif. C'est le caractère de la minimisation des données. Mais si vous dites à Orange, j'ai vraiment besoin de cet élément d'information pour pouvoir vous offrir ce service, que vous considérez que celui-ci est tout à fait utile dans le cadre du parcours et qu'on vous assure la sécurité et que ces données ne sont pas vendues, à ce moment-là, cet élément, ce contrat de confiance. Et c'est ça sur laquelle. Ça repose uniquement sur des conventions, des contrats de confiance. Si on abandonne effectivement cet élément juridique et éthique, effectivement, les Américains, par contre, vous avez raison, ils avancent, hein, c'est leur principe. Hein. Sinon, pas d'obstacle, s'arrête. Sauf que vous avez vu que Google ou même les réseaux sociaux, ils sont différents selon les États, en Europe, selon les conventions. Ils sont capables d'adapter aussi leurs réponses et leurs modèles en fonction effectivement des contraintes qu'ils rencontrent. Donc il ne s'agit pas d'empêcher, mais il s'agit simplement de réguler. Et ça, c'est important. Mais c'est la cryptologie. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste. Peut-être un dernier point, là aussi, juste pour le partage, ce n'est pas forcément très lié à l'IA, mais toujours sur ces problèmes de données et des choses absurdes que nous vivons et que personne ne soulève et que moi, je n'ai pas encore vu beaucoup de journalistes évoquer le sujet. Je ne sais pas si vous le savez, ou certains d'entre vous ont participé à des projets européens, des projets de recherche, j'entends. Donc, parce qu'on reproche beaucoup aux gamins de dire ils mettent leur vie sur Facebook, etc. Ils étalent leur vie privée, donc bon, ils méritent qu'il leur arrive ce qu'ils méritent. Mais sachez que là aussi, par absence de réponse technologique, donc on est piégé. Je n'ai pas un chiffre à vous avancer, mais de mon expérience, de mon vécu personnel et
mon entourage, il y a une partie des projets européens de recherche, c'est-à-dire les projets qui travaillent sur l'avenir académique de l'Europe, en quelque sorte, qui sont où? Qui sont chez Google, stockés chez Google, volontairement. C'est-à-dire que Google n'a pas fait de pression. La raison, elle est simple. C'est parce qu'en Europe, on n'a pas une suite bureautique collaborative digne de ce nom. Aussi con que ça. Justement, c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une suite collaborative en ligne. LibreOffice et OpenOffice ne sont pas effectivement complètement en cloud. Donc là, le besoin, il est collaboratif. Quand il y a plusieurs équipes européennes qui travaillent sur des documents, ils aimeraient bien effectivement faire de la gestion de versions, etc., d'une manière facile que juste comme on le fait d'habitude sur la suite Office, sur nos postes bureautiques. Donc en fait, c'est cet outil-là qui manque en Europe, alors qu'on a justement des suites open source comme LibreOffice qu'on peut transformer pour pas cher, pas les milliards que va coûter par exemple le GDPR. Encore une fois, je n'ai rien contre le juridique, mais pour 3 fois rien, LibreOffice, qui est une suite bureautique allemande à l'origine, la communauté est allemande, mais plus large que ça, on pourrait effectivement les financer pour que ça devienne cloud, pour que ça devienne effectivement une suite collaborative digne de ce nom, et qu'on puisse effectivement garder les données des projets européens, en plus futuristes pour certains, de les garder en Europe. Il y a des choses très simples avant de taper sur le juridique à tout crin. Sur smartphone, et pour 1 €, vous avez un niveau de cryptage extrêmement élevé avec des nombres premiers incroyables. Croyez-moi, il n'y a que les très grands États qui pourront l'atteindre. Donc vous avez une protection de vos données, vous avez LibreOffice pour 3 fois rien, et vous êtes en collaboratif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors moi j'ai une question. Je n'ai pas autant de connaissances scientifiques que vous, moi ça va être plutôt terre à terre. Moi, je suis de la génération Terminator. Vous voyez, hein, on ne pouvait pas y échapper à cette question. Et sachant qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont auto-apprenants, on s'est rendu compte lorsque, je crois que c'est une intelligence artificielle chinoise et une intelligence artificielle américaine, ils ont fait dialoguer ensemble. Au bout de 2-3 heures, elles se sont mis à inventer un dialogue que personne ne pouvait comprendre à part elles-mêmes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des figures scientifiques telles que Elon Musk ou même le regretté Stephen Hawking, il y a peu de temps encore, disait que c'était l'intelligence artificielle allait mener à la fin de l'être humain, de l'humanité. Ça, c'est une question pour Henri. Je lui cède le micro parce que c'est quelque chose qui l'énerve profondément. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cadre légal, de choses comme ça. Mais il y a toujours eu des savants fous quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri justement de ces savants fous qui vont pouvoir créer des machines ou des super ordinateurs auxquels on n'aura mis aucun paramètre et choses comme ça qui peuvent amener... Voilà. Moi, je pense que par rapport à ça, il y a vraiment un emballement médiatique qui raconte n'importe quoi. L'exemple que vous citez, alors moi, je n'étais pas au courant sur américain, chinois. Moi, j'ai vu sortir la chose de Facebook, en fait. Mais c'est en fait les robots, les intelligences artificielles ont juste calculé ce qu'on appelle un modèle de langage qui est une notion extrêmement ancienne qui est utilisée depuis 30 ans, reconnaissance de la parole. C'est simplement, vous apprenez à prédire le mot suivant à partir d'un historique de mots dans la phrase. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui généralise ce que j'ai appelé les grammaires, sauf qu'au lieu d'être des grammaires déterministes, ce sont des grammaires un peu probabilistes, parce qu'effectivement, la langue, on ne structure pas toujours de la même façon les énoncés. Donc c'est des techniques extrêmement basiques, donc ça a été monté en épingle. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais quand même... Alors, est-ce qu'il y a de l'auto-apprentissage ou pas? Ça, c'est un vrai débat. Il y a des cas d'auto-apprentissage, on l'a vu pour AlphaGo, finalement, mais c'est très limité. Et puis, c'est de l'auto-apprentissage dans un cadre codifié. Alors, vous avez les règles du jeu, vous jouez, vous apprenez. Il y a aussi un deuxième cas d'auto-apprentissage, qui est d'ailleurs une voie de recherche assez extraordinaire.
et qui ne concerne pas les données personnelles, qui est l'apprentissage en fait du sens des mots à partir de collections gigantesques de textes bruts. C'est des centaines de milliards de mots. Alors on appelle ça des plonges, c'est un peu technique, des plongements vectoriels. On substitue le mot en fait par un vecteur, ce qui permet de trouver que deux mots, on va trouver les synonymes qui s'écrivent de façon différente. Voiture, automobile, ça ne s'écrit pas du tout de la même façon. On va trouver des vecteurs proches. Et inversement, entre marché et mâché, qui ont des mots où il y a juste une lettre de différence, mais qui évidemment ont des sens très, très différents, on va trouver des vecteurs qui, eux, sont très, très éloignés. Et tout récemment, il y a plusieurs équipes qui ont réussi à faire des systèmes de traduction, alors pas totalement état de l'art, mais quand même très, très bons, en apprenant, en fait, sur des corpus de texte qui ne sont pas des corpus alignés, qui ne sont pas des corpus traduits. On apprend un modèle de langue, justement, dans une langue, puis dans une autre, et avec des mécaniques que je ne détaillerai pas, un peu compliquées, d'aller-retour d'une langue sur l'autre, et on arrive à mettre au point des systèmes de traduction sans jamais utiliser des textes qui sont traduits d'une langue vers l'autre. Donc là, c'est aussi un cas d'auto-apprentissage, mais qui n'est pas de l'auto-apprentissage adaptatif, en fait. Mais voilà, on a quelques cas. Pour autant, la machine qui évolue d'elle-même, ça c'est aussi beaucoup du discours marketing dans les chatbots. Le chatbot, il apprend aux mesures qu'il est utilisé. L'apprentissage, c'est qu'en fait, il y a des opérateurs humains qui vont repérer là où le chatbot s'est planté, là où finalement il manque par exemple une formulation d'une intention utilisateur. Voilà, on a dit on a 50 variantes pour exprimer une idée de l'utilisateur. Ah bah tiens, on découvre une variante qui n'a pas été reconnue. On la rajoute à la main. Finalement, c'est ça, l'auto-apprentissage, c'est on vient nourrir à la main la machine derrière. Oui, mais il n'y avait pas eu l'exemple aussi d'une intelligence artificielle, je crois que c'est celle de Google, qu'ils avaient mis à discuter sur les réseaux sociaux, et en l'espace d'une journée, elle s'était transformée en néo-nazi homophobe, Twitter, qui voulait tuer tout le monde. Twitter. C'est Twitter. C'était Microsoft, mais justement, à mon avis, donc ils n'ont pas publié, moi je n'ai pas vu les articles sur comment ça fonctionnait, mais je pense que c'est avec des systèmes de type modèle de langage, justement. C'est-à-dire on arrive à entraîner des systèmes de dialogue aussi. Pourquoi? Un dialogue, c'est une succession d'énoncés. Locuteur A, locuteur B, etc. Et en fait, on fait rentrer tout ça dans la mécanique modèle de langage, et finalement, on a ce modèle de langage qui arrive à prédire la réponse. Voilà, qui arrive à reconstruire une réponse. Effectivement, si on commence à raconter des âneries, des propos racistes, etc., le système, il apprend à reproduire ses propos. C'est tout le problème des données, de la qualité et de la valeur des données, d'apprentissage. Il nous reste que quelques minutes. Donc, une dernière question, éventuellement. J'aurais voulu savoir si, à l'heure actuelle, alors c'est vraiment une question pratico-pratique, il y a un cadre juridique qui oblige les entreprises à avertir leurs clients qu'ils dialoguent avec une intelligence artificielle. Et est-ce que, en tant que client, on peut refuser de dialoguer avec? Je prends par exemple Orange Bank, où nous avons Jingo. Il est ce qu'il est. Il n'est pas forcément très, très agréable à l'utilisation, surtout quand il bug ou qu'il arrive à ses limites. Et ça peut être des fois compliqué de passer sur un véritable conseiller. Est-ce que, comme dans un supermarché, on peut avoir le choix de passer à une caisse automatique ou aller voir une hôtesse de caisse en chair et en os? À travers tous les outils informatiques, on pourra avoir le choix, est-ce que d'un point de vue juridique, vous l'avez défini, de passer par une intelligence artificielle ou par un opérateur humain? Le cadre juridique, pour ne pas reprendre, je vais revenir, mais par exemple, on a un cas, c'est celui de la biométrie, par exemple. Aujourd'hui, on peut refuser, par exemple, si vous allez dans une collectivité et qu'on vous demande votre pouce pour entrer à la piscine, on peut considérer que la finalité est peut-être légitime, mais le dispositif disproportionné. Donc il est nécessaire pour l'acteur, public ou privé, de mettre à disposition une solution alternative. Sauf si, et c'est ça, vous avez donné votre consentement. Si vous donnez le consentement, effectivement, pour que lorsque vous prenez votre carte à la piscine, on vous dise, voilà, si vous voulez être abonné
et rentrer à la piscine, il y a ce type de sécurité pour y accéder parce qu'on doit protéger toutes les personnes qui sont dans la piscine ou n'importe quel lieu. Hein. Est-ce que vous acceptez ou pas? Mais il y a obligation d'avoir une solution alternative. Sauf dans des cas précis, on est en train de consolider la doctrine, c'est qu'il y a des cas où la biométrie est utile, notamment pour un accès en termes de sécurité dans des centrales nucléaires ou autres. Donc on voit, sur l'intelligence artificielle, c'est le contrat. C'est le contrat juridique. Si voilà, Orange dit, ben voilà. Alors, par contre, il y a dans le RGPD et la loi une obligation, c'est effectivement d'être informé qu'il y a des données qui vous concernent qui sont collectées et que la personne effectivement qui est en face, vous pouvez avoir un droit d'information, savoir est-ce que j'ai affaire effectivement à une intelligence artificielle ou pas. Mais refuser, si vous refusez d'accéder peut-être au service, si vous êtes dans un contrat commercial. Mais il y a obligation en revanche pour l'opérateur, enfin pour l'acteur au niveau européen, de donner l'information si vous dites est-ce qu'il y a derrière une intelligence artificielle qui collecte ou passe cette information, c'est dans les contrats éventuellement de vente ou des contrats je sais pas moi, de location, je sais pas, de service, où on doit indiquer, et c'est pour ça que le RGPD pousse justement sur cette question de transparence et de loyauté, c'est de confirmer, oui, nous utilisons des outils numériques, nous collectons et traitons des données. D'ailleurs, je crois que c'est le président d'Orange qui disait, mais bien sûr, nous collectons et traitons des données à caractère personnel. Bien évidemment, il a raison de le dire, mais on répond à un cadre qui est celui, effectivement, de la transparence, du cadre du consentement. Ben, si Orange me dit, écoutez, je vous offre un service, c'est une intelligence artificielle, mais voilà, je vous assure qu'effectivement, les données sont stockées, sont sécurisées, vous pouvez avoir accès aux informations. À partir de là, effectivement, il n'y a aucun souci. Si vous refusez, Orange peut très bien dire, vous ne pouvez pas accéder à ce service, dans le cas où il est dans une relation commerciale, peut-être à lui de réfléchir s'il peut offrir une autre opportunité à d'autres personnes. Mais il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, en tout cas dans une relation de contrat, de dire si je vous propose ce service, en tout cas j'ai l'obligation de vous dire effectivement, voilà comment sont traitées et analysées vos données. Ça, c'est un droit d'information qui est aujourd'hui effectivement ancré dans le RGPD. Mais si vous consentez dans votre contrat pour obtenir ce service, que ce soit ainsi, à partir de là, effectivement, le consentement vaut. À condition qu'ils ne méconnaissent pas d'autres dispositions, c'est-à-dire que ces données soient utilisées pour autre chose, que ces données soient éventuellement altérées. Voilà. Non, mais d'une manière générale, c'est un outil, donc il n'y a pas d'interdiction en tant que telle. Peut-être un complément, mais plus d'un point de vue technophile ou technicien, pas juridique du tout. Dans le cas d'Orange que tu cites, moi je souhaiterais qu'on commence, parce que si on donne le choix, je suppose, beaucoup de gens, la majorité, vont choisir plutôt d'interagir avec un opérateur humain. Mais en attendant, si on veut investir dans cette IA, après tous les problèmes sociaux dont on parlait, il faut que notre Jingo apprenne. Si tant est d'ailleurs que ça soit réellement Jingo pour Orange Bank. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit le vrai Jingo derrière. Mais il faut qu'il apprenne. Et si effectivement il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'apprentissage, avec tous les risques que ça suppose. Là, je renvoie à la question précédente. Donc, et justement, donc aujourd'hui, l'un des avantages quand les GAFA, justement, qu'évoquait Guy tout à l'heure, c'est qu'ils ont déjà des intelligences qui ne marchent pas, certes, parfaitement, mais qui sentent sur le terrain et qui apprennent. Et ils prennent de l'avance. Parce que pour les rattraper après, c'est-à-dire qu'avec notre usage, ils sont en train d'enrichir, d'étoffer en fait l'intelligence de leur moteur. Et pour les Européens et les Français, ça va être un peu peut-être difficile de remonter à la pente après ce retard, après cet apprentissage qu'ils auront fait grâce à notre usage. Donc il y a des questions techniques et stratégiques qui me poussent à dire peut-être faut-il malgré tout être patient avec ce robot dans un contexte de relation client ou d'un service avec interface vocale ou langage naturel pour que ça se rôde, pour que ça apprenne. Sinon, on aura perdu la bataille d'avance. Bon, je suis obligé de réagir, mais bon, je vais laisser mon collègue. Mais on peut obtenir le même résultat tout simplement en disant la vérité. Tout simplement, je veux dire, il y a pas de, on ne peut pas faire le bonheur des gens en leur mentant. Tout simplement, on utilise une intelligence artificielle. Voilà la finalité. Elle peut vous apporter, et c'est très facile. Mais si vous dites à un moment donné, non,
n'y a rien, on collecte des informations pour l'apprentissage sans donner d'informations et sans créer cette relation de confiance, je pense qu'à un moment donné, on n'obtiendra pas le résultat qu'on escompte. Donc on peut avoir une autre voie qui soit une autre. Henri, on finit sur toi et puis ensuite on laissera la parole à Martine pour conclure. Il ne nous reste plus que 25 secondes. Alors, je ne voudrais pas aussi qu'on associe toujours IA et données personnelles. Alors, là, c'est une vraie question. Là, on est aux limites, finalement. Ce que vous dit l'utilisateur, si vous ne l'utilisez pas de manière associée à son identité, finalement, vous n'utilisez que l'expression, qui peut être une expression, ça peut être utilisé par des centaines, des milliers d'utilisateurs. On utilise tous le même langage naturel. Ça peut effectivement servir, avec des approches de modèles de langue, à améliorer l'IA, sans pour autant qu'on exploite le caractère personnel, je dirais, de la donnée. Là, il y a effectivement un autre débat, c'est est-ce que je dois savoir si j'ai affaire à une IA ou pas? C'est une vraie question, et je suis d'accord, quoi. Je pense qu'il faut informer les gens, mais l'IA peut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut avoir envie d'avoir un téléconseiller dans la journée aux heures ouvrables, et puis finalement être aussi très très intéressé par une IA qui va être évidemment moins performante, moins conviviale, mais qui va apporter quand même des réponses, comme le fait un moteur de recherche, 24 heures sur 24. Voilà. Merci Henri. Martine, écoute, le mot de la fin. 22 secondes. 22 secondes. Donc, je vous remercie de votre présence, malgré les difficultés de transport. Je ne sais pas vous, moi je me sens déjà un peu plus intelligente, donc qu'initialement, oui, et on a donc sans doute atteint notre objectif, qui est effectivement, la finalité est effectivement de s'approprier un peu mieux le sujet et de ne pas laisser ça aux experts. Donc je remercie le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui a organisé ce débat et ce colloque aujourd'hui, donc Pascal, et je remercie bien entendu... C'est surtout eux qui remercient. Henri, qui a fait en plus l'effort de venir en bus. Je remercie Faisal pour aussi son intervention qui nous a éclairé sur une partie sur laquelle il faudra revenir, je pense, c'est-à-dire la partie plus spécifiquement entreprise. Et puis, bien entendu, Eric pour son éclairage sur l'aspect juridique et sur tous les éclairages qu'il nous a donnés sur les différentes pistes qu'il faut poursuivre pour mettre un cadrage à la chose. Donc nous referons un colloque, je pense, assez vite, qui fera un focus sur cet aspect entreprise et pour s'approprier le sujet, pour pas justement que laisser ça aux experts et qu'on sache, déjà qu'on comprenne où veut aller l'entreprise, si elle veut aller quelque part, clairement, mais en tous les cas, on va essayer de comprendre où on va là-dessus, puisque en plus, il y a un gros sujet, un gros chantier qui est la réforme des métiers, et dedans, très vite, cet aspect de l'intégration de l'IA et de l'évolution très rapide des métiers que nous a montré Faisal sera intégré dans notre réflexion à nous aussi pour pouvoir peut-être donner la limite à laquelle on ne veut pas aller et les protections qu'on veut et que tout se fasse dans la transparence, la loyauté, avec les principes que Eric nous a donnés pour l'aspect sociétal, mais il faut l'appliquer à la société Orange, du coup, et à nous, particulièrement comme salariés, voir où on va, comment on y va, et qu'est-ce qu'il faut comme accompagnement, qu'est-ce qu'il faut comme protection. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et qu'il ne faut pas laisser se dire finalement, ça nous dépasse, on ne peut pas savoir. Il y a un jargon aussi qui entoure tout ça. J'ai lu un article, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait on ne devrait pas parler d'intelligence artificielle, mais d'intelligence étendue, parce que finalement, ce n'est pas une intelligence artificielle, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas quelque chose, c'est nous. C'est notre intelligence qui est étendue à d'autres outils, à des données, etc. Mais c'est toujours nous qui sommes au centre et nous devons le rester. Et les fantasmes qu'on met en avant, finalement, peut-être sont là aussi pour cacher le fait qu'on peut très bien maîtriser ça et qu'il faut qu'on maîtrise ça et qu'on ne peut pas le laisser à d'autres. Et alors, ça c'est peut-être à mettre à l'actif de FOCOM d'avoir levé ce premier voile et d'avancer un peu là-dessus pour démystifier le sujet et dire qu'on est capable de le prendre en main et de mettre les choses qu'il faut pour ne pas aller justement là où on ne veut pas aller, qu'un jour on découvre, on dise bah zut, alors c'est pas ça qu'on voulait. C'est comme dans la société d'ailleurs. Hein. Zut, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que les données soient utilisées comme ça à notre insu pour faire n'importe quoi ou pour faire du commerce. Et ben, dans Orange, c'est pareil.
Voilà. Et donc, on fera. Enfin, c'est une suggestion que je donne je à Pascal. Je sais, Mais je anticipé pense qu'il déjà. faut faire quelque chose là-dessus, c'est-à-dire vraiment un autre colloque, une autre réunion débat sur ce sujet-là assez vite, puisque vous le savez, nous sommes en pleine GPEC et on est en train de négocier. Donc, il faut intégrer ça. Il ne faut pas dire la boîte, elle va faire. Non, on va faire avec nous. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai un peu anticipé. Je pense que fin septembre, alors je ne sais pas si on aura des informations, mais fin septembre, on a prévu de faire quelque chose sur le sujet. Et il y a aussi une étude qui est en cours à l'Institut des métiers et qui pourrait donner des premières conclusions dans, j'espère, courant de l'été. Donc, je pense que fin septembre, on aura certainement des informations et on pourra programmer un nouveau colloque sur le sujet. Voilà. Écoutez, merci à tous, à toutes. Et puis, voilà, l'apéritif est servi.